Mark Andreessen qui a créé Netscape. C'était en 2011. Celle-ci, c'est celle du PDG de NVIDIA. NVIDIA, donc, c'est le nouvel Intel qui fabrique des puces historiquement plutôt pour les jeux vidéo, pour faire des graphiques en 3D. Eh bien, c'est utilisé pour l'intelligence artificielle, massivement. Donc, ils sont devenus quasiment aussi puissants qu'Intel, accessoirement aussi pour miner du Bitcoin. Mais l'inférence de ces deux citations, c'est la mienne, vous pouvez me citer. Pas très original, mais c'est celle des deux, voilà. Donc on a un problème avec ce sujet d'IA. On a un vrai problème parce que numéro un, il y a beaucoup de fantasmes sur ce que ça veut dire. Ce ne sont que de lettres, et pour moi, elles signifient une grande famille d'algorithmes dans laquelle il y a le machine learning et dans laquelle il y a le deep learning. Alors ce qui est intéressant sur ce sujet précisément, c'est cet épisode-là. Vous le connaissez tous, ça a eu lieu il y a quelques années, mais pour moi, le vrai sujet ici, c'est que cet épisode a eu lieu 10 ans trop tôt. Les experts en deep learning se sont plantés de 10 ans. C'est pour moi le seul aspect intéressant. C'est-à-dire qu'on est incapable d'anticiper ce qui va se passer avec ces technologies exponentielles. Et ce qui est encore plus bluffant, donc là je vais essayer de vous surprendre parce que je suis moi-même très embêté par ce sujet, c'est qu'ils ont mis quelques années pour développer l'algorithme qui a battu le champion de Go, en utilisant des batteries de chercheurs, des batteries de machines, des batteries de parties qui avaient déjà été jouées, pour concevoir la partie qui a gagné, enfin, l'algorithme qui a gagné contre le champion. 2 ans plus tard, ils ont construit un algorithme qui a appris tout seul en 3 heures comment battre l'algorithme qui a battu le champion, 1000 parties à 0. Sans supervision, sans humain. Snap, il y a un problème, double exponentiel. Et la semaine d'après, ils ont fait la même chose pour les jeux d'échecs, sans supervision, sans partie de grand maître. C'est ça l'exponentiel. Et donc, on reprend l'exponentiel, vous vous souvenez de la loi de Moore, elle est dépassée théoriquement, parce qu'il y a une asymptote sur ce qu'on peut faire avec les transistors, mais en réalité, loi de Moore plus Big Data plus IA, appelons ça le high-tech, hein, tout simplement, eh bien, elle est en train de dépasser un point d'entendement qui est celui de notre biologie, la biologie darwinienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une vie, on ne va pas pouvoir suivre l'évolution de ces exponentiels. On est en train de dépasser tout entendement. Donc c'est important de démystifier un petit peu ce que ça veut dire IA, puis à la fois se méfier des effets de bord, notamment. Donc je vous invite tous et chacun, je ne sais pas quelles sont vos fonctions respectives, mais l'intelligence artificielle, il faut plutôt le considérer comme une boîte à outils, pas une boîte noire. On n'a plus besoin aujourd'hui de savoir coder, d'être un machine learning expert ou d'avoir un PhD en IA, mais plutôt de savoir à quoi servent tous ces algorithmes. Et donc, lorsqu'on parle de chatbots et d'interfaces vocales, évidemment, on a besoin de ces interfaces extrêmement sophistiquées qui vont se rapprocher du naturel en injectant de l'intelligence artificielle. Ce qui est le contraire du passé, parce que dans le passé, les machines étaient très artificielles avec des interfaces non naturelles. Mais on a besoin de l'IA pour que ce soit la machine qui s'adapte à l'homme. Donc ici, on a des catégories du NLP, la génération du langage naturel, on aura du machine learning systems évidemment, du deep learning pour l'écoute des phonèmes, etc. Voilà, donc toutes ces techniques sont des techniques qu'il faut apprendre à connaître dans la globalité pour pouvoir les utiliser dans nos métiers et puis aussi pour appréhender certaines techniques. Voilà, donc tout ça pour dire que nous sommes dans une époque absolument merveilleuse, avec beaucoup de disruptions et d'opportunités. Il faut maîtriser un petit peu ce qui se passe, il faut regarder ce qui se passe au niveau des GAFA, il faut regarder ce qui se passe au niveau des régulateurs, au niveau des grandes tendances sous-jacentes, parce que ça va révolutionner nos usages. Et ils ont commencé à faire, et en France, nous sommes très en retard. Voilà, donc cette catégorie-là, la catégorie des smart speakers, c'est la catégorie la plus dynamique de l'histoire de l'électronique grand public. Tout simplement. Les chiffres sont absolument incroyables. En Californie, on est à 150% de taux de pénétration. Les sociologues se posent la question de ce qui va devenir de cette génération d'enfants qui a 3 ans aujourd'hui et qui a 3 mots de vocabulaire, maman, papa, Alexa. C'est un problème de société. Mais c'est une opportunité parce qu'on s'inscrit ici dans ce qu'on appelle le ambient computing, l'informatique ambiante, l'ubiquitous computing aussi. Voilà, on tire le fil. Les ordinateurs étaient conséquents en taille, puis petit à petit ils se miniaturisent, et puis à un moment donné, paf, ils disparaissent. Donc soit on les injecte dans la peau, soit ils sont ambiants. Et l'intérêt finalement de cette interface, c'est que
elle est presque reptilienne. Ça fait 100 000 ans que l'être humain a inventé les proto-langages et les langages. D'accord ? Donc ça fait 100 000 ans qu'on utilise cette interface naturelle, alors que le texte n'a que 5 000 ans. D'accord ? Donc c'est intéressant de voir que c'est plus facile pour nous d'interagir par la voix, en tout cas dans certains cas de figure, et donc évidemment tout le monde va s'en emparer, puisque c'est très productif. Et c'est une interface transactionnelle. Donc, souvenez-vous un petit peu du panorama des GAFA qui cherchent à finalement créer un point différenciant par rapport aux autres GAFA. Eh bien, Siri a été lancé en 2011. Amazon, qui a échoué avec Kindle Fire, etc., se dit tiens, on va faire Siri dans la maison parce qu'il n'y a personne qui s'en occupe. On va mettre ça dans la cuisine. Donc ils ont lancé Amazon Alexa. Et puis finalement, en Californie, ils vont très très vite. Google s'est dit mince, si le réflexe c'est Alexa, alors je vais perdre mon point d'accès principal sur le search. Donc la semaine d'après, ils annoncent ça. Et puis Apple, qui n'avait jamais prévu de faire un smart speaker, annonce ça. Et puis donc ça, c'est en Corée. Ils en ont plusieurs en Corée. Il y a celui-là aussi. Puis au Japon, il y en a aussi. Version pour les enfants. Et puis Facebook qui s'y met aussi. En version plutôt de messaging et de vidéoconférence. D'accord ? Donc c'est pas arrivé en France. En France, on a 10% de pénétration à peu près. On a aussi l'appareil en France. Hein. Comment ? L'appareil d'Orange. Il y a Orange qui arrive, qui a été annoncé l'an dernier, qui sortira l'an prochain. Free qui a lancé le sien, mais finalement c'est surtout Alexa au niveau des possibilités. Donc c'est un sujet qui est complexe à mettre en œuvre. Et certains, en effet, auront le travers de, par défaut, choisir un des GAFA pour implémenter leur solution. Jingo aussi intègre Alexa en fait. Donc, on peut se poser la question de quand viendra ce réflexe. En France, on est en retard parce qu'Amazon a mis 4 ans pour développer cet assistant. C'est pas simple. Néanmoins, Google annonce 1,1 milliard d'utilisateurs, puisque évidemment Android est évolutif, donc on peut parler en Android et avoir accès à l'interface vocale. La statistique 2017, c'était 600 millions de personnes qui utilisaient l'interface vocale. On parle de 8 milliards d'objets communicants. Évidemment, il y aura une fragmentation des assistants, donc ça c'est aussi ma prédiction. Bref, nous sommes a priori devant un phénomène qui sera peut-être même plus puissant que le phénomène qu'on estime comme stabilisé aujourd'hui, celui du smartphone. L'iPhone a 10 ans, l'iPhone 10. Une décennie de révolution, la prochaine décennie, a commencé, et c'est celle d'une nouvelle interface qui permettra de faire des transactions, qui permettra à certains acteurs de recréer des monopoles ou des duopoles. Et donc on retrouvera l'interface vocale dans quasiment toutes les interactions possibles, lorsqu'elle est pertinente. Donc, on avait parlé de multimodal tout à l'heure, évidemment, il faut composer avec le multimodal. Il n'y a pas que l'interface vocale, évidemment. Donc on le retrouvera dans l'expérience multimédia, que ce soit l'audio, la vidéo. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que la voix va permettre d'interagir de manière naturelle là où les interfaces d'aujourd'hui ont échoué. Donc je vous mets au défi de faire ça avec votre télécommande. Quelqu'un vous appelle au téléphone, puis vous voulez continuer de regarder la télévision en allemand avec les sous-titres. Pas facile à faire avec les télécommandes. D'accord ? Et ça, je le fais en une phrase. Très simple. De la même manière, le véhicule est un réceptacle parfait. D'ailleurs, en quelque sorte, si vous analysez ce que font les GAFA, la raison pour laquelle ils s'intéressent aux voitures, c'est pas du tout pour faire des voitures techniquement autonomes. C'est pour libérer l'espace multimédia et transactionnel. C'est la seule raison. Et c'est la seule raison pour laquelle les Renault et les Peugeot, etc., ont tout perdu déjà. C'est parce qu'ils n'ont absolument pas perçu l'approche des plateformes qui veulent se saisir de cet espace transactionnel. En tout cas, c'est tout naturel de pouvoir interagir par la voix, puisque précisément, on a besoin de garder nos mains. Donc, un des use cases majeurs pour les interfaces vocales, c'est de pouvoir libérer les mains. Voilà, évidemment, la robotique. Et puis, très vite, les marques. Alors, c'est intéressant de voir que certaines marques vont se positionner peut-être sur cette notion de personnalité de l'assistant, parce qu'il y a, à partir de l'interface vocale, une fusion entre le service et l'assistant. Alors, il y aura un impact sur les marques, donc ça c'est un petit peu ma prédiction, ma recommandation. Évidemment, nos amis chez Smile sont beaucoup plus proches de vos problématiques, donc c'est à eux qu'il faut s'adresser, mais en tout cas ça c'est ma prédiction, c'est qu'il va falloir composer avec le multimodal. Donc, évidemment, on continue à faire du clavier, donc du chatbot par exemple, on va continuer à faire des interfaces tactiles, donc il faut continuer à avoir
du omnicanal via le mobile, et puis l'interface vocale. Alors, il va falloir composer avec les différentes solutions, que ce soit de l'Alexa, que ce soit un objet que vous devez créer. Tout ça est à voir. Numéro 1, donc, c'est se projeter dans ce monde post-visuel. Et donc ça, c'est essentiel, cette notion de post-visuel. C'est-à-dire que là où aujourd'hui une marque existe à travers son logo, son interface visuelle, même si elle est tactile, elle reste visuelle, dans un mode post-visuel, je te regarde toi, Gabriel, il va falloir se réinventer peut-être, parce qu'on fait réémerger la singularité d'une marque. Et donc voilà, donc je vais précisément mélanger les codes ici parce que Jura et Nespresso ne sont pas tout à fait le même objet, mais vous pouvez comprendre que la machine à café peut devenir George Clooney. D'accord ? Alors, je ne sais pas si vous étiez positif sur SNCF, mais voilà SNCF, qui est très en avance sur le sujet. SNCF, ça fait 35 ans qu'ils sont déjà prêts pour le monde post-visuel. Parce que nous tous ici, nous connaissons la voix de Simone, c'est ça ? Et donc, évidemment, Simone a évolué dans sa voix et dans le rendu de sa voix, mais aujourd'hui, il est parfaitement digitalisé. Et donc, il ne reste plus qu'à lui rajouter l'intelligence. Pas l'actrice, mais... Parce que la première instance de Simone, évidemment, c'était du texte concaténé. Point à la ligne. Mais aujourd'hui, on peut interagir directement avec Simone. Donc je ne sais pas si c'est le programme que SNCF a prévu, mais en tout cas, on peut identifier SNCF par la voix de Simone, et ça, c'est extraordinaire comme avance qu'ils ont sur d'autres acteurs. Priorité numéro 2, c'est définir ce que ça veut dire de transactionner avec une interface anthropomorphique. Donc ça, c'est clé. Donc la question peut se poser. Moi, j'ai des préférences aujourd'hui, dans la mesure où les chatbots sont généralement décevants dès qu'on sort du script. Je préférais que la voix soit synthétique pour m'ancrer dans un monde qui est finalement très serviciel et pas du tout humanisé. D'accord ? Donc rester dans le script. Donc la notion d'interface anthropomorphique, certes, puisqu'elle est vocale, donc elle est proche de l'humain, mais contrairement à ce que font les GAFA, c'est-à-dire de créer la voix la plus suave possible et la plus proche de la déception réelle, c'est-à-dire celle de nous faire croire qu'on est en présence d'un assistant humain, eh bien, ça c'est précisément la déception qu'ils veulent nous faire gober. Moi je préfère une interface qui est beaucoup plus proche de ce qu'elle peut m'apporter. Et enfin, gérer les attentes des clients, parce que les clients eux-mêmes ont un chemin à parcourir avant qu'ils aient le réflexe. Donc les GAFA vont éduquer les masses à utiliser l'interface vocale, ils vont commencer, mais beaucoup de clients ne vont pas apprécier, vont préférer d'autres interfaces, etc. Donc il faut gérer un petit peu tout ce mix. Voilà les 3 recommandations. Et la question qui vaut cher, c'est est-ce que finalement, parce que ce sont les GAFA qui nous amènent à tout ça, est-ce que les marques et les acteurs n'ont qu'un seul choix, c'est-à-dire devenir un satellite des GAFA? C'est un sujet parce que lorsque les smartphones ont débarqué via Apple et que le duopole s'est installé, iOS, Android, eh bien on avait le choix. On avait le choix de ne pas y aller pour faire de l'HTML. L'HTML était libre. Or aujourd'hui, avec le duopole Alexa et Google, est-ce que vous avez le choix de créer une interface vocale en propre avec votre propre device? Pas vraiment, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Donc vous pouvez vous insérer dans ces écosystèmes en essayant, mais la manière d'invoquer vos services, vos plateformes, c'est de parler à Alexa ou Google. Donc vous disparaissez derrière ces acteurs. Il n'y a pas d'équivalent de l'HTML dans l'interface vocale. Alors il y a des acteurs, il y a des solutions, je peux en parler, évidemment. Mais ça n'est pas simple. Et précisément pour ces raisons, si on revient à ça, pourquoi est-ce qu'on peut ne pas être content? C'est parce que les GAFA sont tellement riches et puissants qu'ils ont la capacité de faire du dumping, c'est-à-dire de donner gratuitement tous ces appareils qui sont des terminaux transactionnels ultimes. Encore une fois, pas pour nous faire du mal, mais plutôt pour capter le maximum de valeur. Voilà, donc comment est-ce qu'on fait pour se désengager, en tout cas créer une stratégie de désengagement ou d'omnicanal? Eh bien, Snips plus Smile. Voilà. C'était si simple. C'était si simple. Donc je vais vous le dire brièvement. Donc Snips est une société qui est basée ici, les 3 étages dessus, et qui développe une technologie d'interface vocale. Donc en fait, on a vraiment redéveloppé la totalité de la stack qui permet de délivrer une interface vocale. Donc on est une société de technologie et non pas de service.
On est 78 maintenant, on est sorti de R&D il y a un an, une centaine d'années hommes, femmes. On a levé 22 millions d'euros, voilà, c'est une start-up en bonne et due forme. Et notre vision, notre mission, c'est de mettre une IA dans tous les objets connectés. Donc on est très orienté embarqué. On est sur les objets. On a aussi des technologies qui d'ailleurs sont en open source ou qui plus tard seront déployables sur du cloud. Ce n'est pas d'actualité aujourd'hui. L'objectif étant de rester proche de notre ADN, c'est-à-dire le privacy by design. Parce qu'on pense qu'il faut faire différemment aussi. Précisément parce que les assistants vocaux aujourd'hui n'offrent pas de privacy, n'offrent pas de souveraineté aux individus, aux sociétés, ni au gouvernement, et pas de solution industrielle, finalement. Alors que Snips propose évidemment tout le contraire, performance temps réel, tout est customisable, évidemment précisément pour ce qu'on cherche à faire. Alors, on fonctionne sur des configurations ultra serrées, comme les microcontrôleurs ou les microprocesseurs de la famille Raspberry Pi ou équivalent. Donc on est capable aujourd'hui d'avoir des performances qui sont surprenantes et contre-intuitives. Je prends le cas d'usage de l'assistant vocal qui aurait pour fonction d'être un DJ, un super DJ. Eh bien, Snips est capable en local d'avoir des performances bien meilleures que l'assistant de Google, précisément parce qu'on a un modèle par utilisateur. Donc on a un modèle cognitif, si vous voulez, contextualisé, qui fonctionne par utilisateur dans le cas d'embarquer, évidemment. Et donc on s'est donné des benchmarks assez conséquents, et ce cas d'usage, on ne pensait pas pouvoir le faire il y a un an, et on a réussi. Donc on n'a pas la possibilité de faire certains cas d'usage comme de la transcription de texte, c'est pas ce qu'on fait. Mais par contre, pour un assistant qui est dédié, qui est contextualisé, eh bien, on a des performances qui sont superlatives. Voilà. Donc j'ai bon espoir qu'on va pouvoir un petit peu progresser plutôt que régresser. Merci.